Théo de Bessancourt a cette chance de suivre une formation en accéléré de développeur web grâce à un organisme de formation en ligne nommé Outlook. Les horaires sont à respecter, il y a des devoirs et des examens, mais l'avantage est surtout d'optimiser son temps. Il n'y a pas de transport, l'école est chez lui. 200 000 postes de développeurs sont à pourvoir ces 3 prochaines années. Théo ne devrait pas avoir de mal à trouver du travail rapidement. L'auteur François Doss passera à Pontoise ce jeudi 29 mars à 20h30 à la librairie Lettres et Merveilles. Il était enseignant d'histoire au lycée Camille Pissarro pendant 11 ans. Il sera là ce soir pour discuter de la philosophie en tant que source d'inspiration politique. Il parlera de son dernier livre aussi, nommé Le philosophe et le président. Terminons par le concours d'orthographe nommé Drôle de zèbre. C'est à la cafétéria de l'école de musique 8 boulevard Hippolyte Pinot à Enghien. À partir de 11 ans, l'entrée est libre et gratuite le samedi 7 avril à 15 h. Inscription au 01 34 28 42 28. Merci, à tout à l'heure, midi 10 sur IDFM Radio Enghien pour l'actualité proche de chez vous. Merci d'avoir suivi la matinale depuis 7 h. Le bar de l'économie dans quelques instants avec Florence, le programme détaillé en quelques secondes. Bonjour Christophe, nous sommes avec le docteur Rata Hatem pour la Maison des Femmes et Tristan Micol pour nous parler de la nouvelle école qu'il fonde à Boulogne. Donc c'est tout juste dans 2 bonnes minutes, à peu près, pour le bar de l'économie sur IDFM Radio Enghien. Je vous retrouve bien évidemment, comme je vous l'ai précisé auparavant, demain matin pour la dernière matinale de cette semaine, de 7 h à 9 h. Très bonne journée sur IDFM Radio Enghien. Alors on rend l'antenne vers 57, donc c'est pas à l'heure pile parce qu'il y a d'autres choses. C'est Julien, le technicien, qui arrive. Ça c'est le jingle de l'émission, donc on y va tout de suite. Voilà Julien. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça bouche est grave à quart du jour. Et toi? Oui, c'est moi qui parle. Donc, bien près de votre micro, s'il vous plaît. De toute façon, avec la ligne 4 fermée par 3 c'est dingue. S'il vous plaît, sinon on ne va pas vous entendre bien en face du micro comme moi. Obligé de lutter pour... Attention, on y va, Florence. Allons-y. Bonjour à tous. Alors, comprendre le monde dans lequel nous vivons et les évolutions de la France, tel est l'objectif du bar de l'économie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Saviez-vous qu'il existe, Christophe, plus de 70 000 façons de dire bonjour? Et oui, des chercheurs français ont travaillé sur ce mot et ont enregistré notre manière de dire bonjour. Hier, vous avez suivi, j'en suis sûre, les hommages nationaux rendus aux victimes et au colonel Beltrame. Emmanuel Macron a salué l'esprit de résistance. Mais maintenant, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment allons-nous lutter? Et c'est bien ces questions que nous poserons aux différents responsables qui viendront s'exprimer dorénavant au bar de l'économie. Alors, si vous étiez avec nous ce mardi, Bernard Ravet, principal de collège, propose plusieurs pistes. Nous rediffuserons cette émission très prochainement, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et vous pouvez en attendant lire son livre « Principal de collège ou imam de la République, point d'interrogation » aux éditions Kéro, c'est tout de même très enrichissant. Docteur Rada Hatem, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne et vous dirigez la Maison des Femmes que vous avez créée à Saint-Denis en 2016. Vous avez réussi à réunir 800 000 € pour fonder cette maison qui offre une prise en charge globale des femmes victimes de l'excision et de violences conjugales. Beaucoup de questions donc à vous poser. Que vient-on chercher à la Maison des Femmes? Qui accueillez-vous? Quels soins proposez-vous? En France, la parole des femmes se libère depuis quelques semaines, semble-t-il. Et puis, que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement? À vos côtés, Tristan Micol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de France École SAS pour développer des établissements scolaires et périscolaires. Et justement, votre premier établissement va s'ouvrir à la rentrée en septembre, c'est Cube School.
à Boulogne et vous nous expliquerez justement ce concept éducatif Montessori et vous devez être très content, je pense, de ce qui a été annoncé hier, l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans. Aujourd'hui se termine notre dernier entretien entre Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002, et Pascal Boniface, directeur général de l'IRIS, sur la place de la France dans le monde. Je vous propose tout de suite de l'entendre. Pascal Boniface, bonjour, c'est à vous. C'est ça? Parce que moi, sur le conducteur, on commençait par un morceau, en fait, donc il n'était pas calé. Un peu plus fort en studio pour qu'on l'entende en vidéo, s'il vous plaît. L'invitation avec que des arguments déplorables, en fait. Vraiment systématique. Mais Hollande n'avait pas pris l'occasion de l'inauguration de la basilique et donc Poutine n'était pas venu. Donc là, ils avaient fait quelque chose que Hollande n'avait pas fait. Je ne personnalise pas, mais c'est vrai que dans les 15 ou 20 dernières années, il s'est développé en France, notamment dans la sphère publique, médiatico-politique, je le dis dans cet ordre exprès, il y a un raisonnement complètement absurde, comme quoi on ne peut pas voir, parler, recevoir, discuter avec un tel qui ne respecte pas nos valeurs. Donc c'est une espèce de prétention, d'arrogance, une sorte d'impérialisme conceptuel, comme si on était encore les maîtres du monde. Et qu'on allait imposer à absolument tout le monde nos conceptions. C'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est des attitudes absurdes. Donc l'idée qu'en termes diplomatiques, on ne parle qu'avec des gens qui sont comme nous, on va parler avec qui? Personne finalement. Parce que même avec chaque pays européen, on a des alliés. On va se parler entre nous. Donc c'est complètement idiot. Après, il ne s'agit pas de dire qu'on va parler avec n'importe quel despote parce qu'on aime parler de despote. C'est pas le sujet en fait. Donc on va dire on va parler chaque fois que ce sera utile pour nos intérêts vitaux en tant que pays, nos intérêts vitaux collectifs en tant qu'Européens, on monte dans une alliance ad hoc qui a des intérêts là aussi, donc il ne faut rien refuser d'avance, rien. Sinon, où est-ce qu'on va? D'ailleurs, en Israël, il a l'immense courage de Yitzhak Rabin, qui a été le grand homme d'Israël, qui a malheureusement échoué parce qu'il a été assassiné sous l'impulsion de toute une série d'extrémistes, c'était précisément de braver le tabou. Parce qu'avant Rabin, les Israéliens ne pouvaient pas parler à l'OLP. C'était même pénal, vous voyez, par rapport à ça. Et dès qu'il avait commencé à parler, il a fait annuler cette loi. Bon, la question de savoir avec qui on parle, donc, ça ne devrait même pas être posé comme ça. Puis, de toute façon, il y a l'exemple évident de la guerre mondiale, où face à Hitler, il y a une alliance de Roosevelt et de Churchill avec Staline, etc. Donc, on a eu une vraie régression dans ce pays. Donc, dans la sphère publique dominante, il faut en sortir. Il faut affirmer absolument qu'on parle avec tout dirigeant quand c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire, je le répète, parler avec n'importe qui. Par exemple, en Syrie, c'est sans doute inutile de parler, en dehors du fait que c'est choquant, c'est dur, parce qu'on a défendu l'inverse, mais c'est pas forcément utile de parler avec Assad, vous voyez. Par contre, parler avec la Russie, oui. Parler avec les Iraniens, oui. Donc c'est un principe de réalisme. Et c'est très important parce que, non mais vous, Pascal Boniface, vous avez toujours plaidé dans un sens tout à fait réaliste par rapport à ça. Mais il y a un énorme terrain. Mais on est on n'est pas tout à fait majoritaire dans le paysage public. Il y a effectivement. Je pense qu'on est, en disant ce qu'on dit là, on est majoritaire dans l'opinion, certainement. Oui, mais pas dans l'élite. Pas dans la bulle. L'élite qui a disons le monopole de la parole publique. Ouais. Certainement pas. Mais c'est une impasse. Donc par rapport à la Russie, moi j'ai trouvé excellent les débuts d'Emmanuel Macron. Oui. Je souhaite que ça se développe et que ça se poursuive. Sans naïveté, il faut être méfiant, prudent, vigilant en tout cas. Mais il n'empêche que, en ce qui concerne l'avenir de toutes les marges en Europe entre la Russie et l'Europe, il y a toute une série de pays, il y a des conflits gelés en ce qui concerne la Syrie, enfin plein d'autres sujets. Je crois qu'il y a l'espace pour reconstruire une politique étrangère réaliste. Vous avez été au cœur des relations entre François Mitterrand et Helmut Kohl, et puis ensuite entre Chirac et Schröder, et
Comment voyez-vous la relance du couple franco-allemand qui est annoncée et de façon assez importante par Emmanuel Macron? On a l'impression que la relation entre la France et l'Allemagne s'est un peu distendue là aussi, par d'ailleurs une sorte d'inversion des situations. Est-ce que, bien sûr, on ne peut pas comparer le couple franco-allemand dans une Europe à 6 ou à 12, comme du temps de Gaulle et Mitterrand, mais croyez-vous que le moteur franco-allemand va de nouveau être plein d'énergie? Alors, je préfère l'expression moteur à celle de couple, qui est trop narcissique, qui est trop lyrique, trop sentimentale, qui se regarde lui-même. Le moteur, c'est par rapport aux autres. En plus, je crois qu'il n'y a plus de couple au sens catholique vivant du terme depuis la réunification, en fait. Et puis le rapport de force a changé. L'Allemagne est beaucoup plus forte grâce à la réunification qui est due à Gorbatchev, qui n'est pas due aux Allemands, qui n'avaient pas les clés, même si Helmut Kohl a finalement réagi courageusement sur beaucoup d'aspects, y compris le frontière Oder-Neisse, par exemple. Et l'Allemagne est très forte grâce aux réformes Schröder. Donc Mme Merkel a habilement géré cette situation. C'est plus compliqué pour elle maintenant, pour des tas de raisons, mais elle a bien géré ça. Mais on n'est plus en relation de couple. Si vous prenez les relations chancelier-président depuis donc 1990, non pas 90, depuis le départ de Mitterrand et Kohl, en gros. Ça n'a jamais été complètement synergique. Alors là, il y a un contexte un peu différent, très intéressant, où l'Allemagne se rend compte que c'est pas commode, voire même gênant, voire même dangereux pour elle, de donner l'impression de tout gouverner en Europe. Ça provoque des tas de réactions, ça les gêne fondamentalement, et puis ils n'ont pas de partenaire de substitution par rapport à la France. Donc, deuxièmement, ils ont vraiment cru que Marine Le Pen risquait d'être élue. Alors ça peut se discuter, mais ils l'ont cru, et donc ils sont très très soulagés qu'Emmanuel Macron était élu, et pour eux, c'est Emmanuel Macron qui a donné un coup d'arrêt à travers son élection à un mouvement de populisme. Alors qu'est-ce que le populisme? C'est tout un autre débat, à mon avis. Le degré de populisme signe l'échec des élites, en fait. Des élites mondialisatrices européistes ont entraîné les gens derrière eux, et on commence à parler de populisme quand les peuples ne votent pas comme les élites voudraient qu'ils votent. Enfin, c'est une parenthèse. Donc aujourd'hui, il y a une conjoncture qui est assez intéressante, mais évidemment, les Allemands disent, nous on veut faire beaucoup qu'Emmanuel Macron, mais il faut qu'il nous montre qu'il est capable de remettre la France dans les clous. Alors la France n'est plus dans les clous, c'est devenu économiquement l'homme malade. D'autre part, c'est le pays qui refuse les réformes qu'à peu près tout le monde a fait. Je n'entre pas dans les arguments pour et contre les réformes. Je constate qu'à peu près tous les pays développés l'ont fait, même indépendamment de l'Europe. Vous voyez, la Nouvelle-Zélande ou le Canada. Tous les pays développés, et c'est heureux, un gigantesque État-providence, à un moment donné, son risque est finançable, donc il faut quand même, pour le sauver, corriger un peu. Bon. En France, pour des tas de raisons, c'est plus compliqué, mais c'est peut-être en cours. Alors, quoi qu'on en pense sur le fond, puisque vous posez la question Europe-Allemagne, levier Europe, les Allemands attendent de voir si Emmanuel Macron est en mesure de. Alors, il a entamé la réforme Code du travail, maintenant il s'attaque à tout le paquet sécurisation, quand on pense flexibilité, sécurité, c'est tout le paquet formation, etc., qui évidemment marche pas bien, qui est énorme. Les Allemands regardent ça avec un œil assez positif, pour le moment. Et Emmanuel Macron en a profité, vous l'avez vu, pour faire plusieurs grands discours sur l'Europe. Il y a un mélange de profession de foi très européenne et énormément de projets concrets. Certains existaient déjà, d'autres non. Il y en a sur lesquels tout le monde se mettra d'accord. Un Schengen qui marche vraiment, qui finira d'ailleurs, à mon avis, par co-gérer les flux. Je ne parle pas de l'asile, je parle des flux migratoires. Il finira par co-gérer les flux migratoires avec les pays de départ et de transit. Je pense qu'on y viendra. Puis il y a d'autres projets qui sont plus ambitieux, plus compliqués. Mais bon, tout ça est sur la table. Et maintenant, tout ce monde-là attend le gouvernement allemand. Parce que c'est pas possible de faire tout ça sans jeu. Alors ça va durer peut-être jusqu'au début de l'année 2018. Et on sait bien que plusieurs des partenaires de Mme Merkel sont hostiles ou très hostiles à certains des projets français, pas tous. Donc la vraie discussion et la vraie réponse à votre question, ça dépendra sur l'avenir, c'est début. Ça dépend pas que d'eux, mais c'est la discussion à partir de ça. Dans le livre que vous aviez écrit, Les mondes de Mitterrand, vous aviez une phrase disant que toutes les évolutions naturelles sont défavorables à la France.
parce que on a perdu la rente de situation du monde bipolaire, qui a ce que vous évoquiez tout à l'heure, la semaine dernière, la perte du monopole occidental sur la puissance qui nous impacte indirectement. Comment, par rapport au discours décliniste sur le fait que la France ne pèse plus, comment voyez-vous les marges de manœuvre que notre pays peut encore avoir dans un monde que vous avez décrit la semaine dernière comme étant assez incertain et assez peu géré? Alors, ma formule, c'est plutôt de dire qu'aucune évolution en cours dans le monde, depuis maintenant longtemps, ne nous est automatiquement favorable. C'est moins angoissant. Bon, après les marges de manœuvre, je pense qu'on en a encore beaucoup. Les Français, globalement, ont du mal à se stabiliser entre une sorte de rhétorique prétentieuse, grandiloquente, et nos valeurs qui vont rayonner partout, blablabla. Bon, vous savez, la France, patrie des droits de l'homme, par exemple. Ce que Badinter corrige avec malice, disant non, on est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. Et de facto, on n'a pas de baguette magique pour transformer la Chine, l'ensemble du monde arabe en un gros Danemark. Donc pourquoi se vanter à ce point? Donc, et puis alors, quand on n'est pas en situation de pérorée, on sombre dans une espèce de dépression affreuse. C'est atroce, on n'est plus qu'une puissance moyenne. Ce qui est déjà pas mal, parce que puissance, il n'y en a pas 36, hein. Il n'y en a pas 193. Et il n'y en a même pas 20 du G20. Il y a une 12 à 15 puissances vraies. Donc si on est dedans, avec la superficie qu'on a, le nombre d'habitants, c'est déjà assez spectaculaire. Donc, première chose, se stabiliser. Et voir que nous gardons quand même une image très puissante, qu'il y a une demande de France. Pas forcément en Europe. Partout, nettement. Et qu'il y a une attente d'une France à condition qu'elle apporte une valeur ajoutée, qu'elle ne soit pas condescendante, qu'elle ne soit pas méprisante, qu'elle ne se gargarise pas avec ses concepts, mais qu'elle soit pragmatique, réaliste, utile, ouverte, amicale, etc. Je ne prends pas les mots du jargon habituel, vous voyez, exprès. Donc c'est mon expérience à moi, ça fait comme des décennies que je parcours le monde, il y a une vraie demande, mais sous une forme différente, donc beaucoup de marge. Après, il faut rentrer dans la mécanique exacte de comment on se concerte en Europe pour avoir un vrai levier. On en parlait à propos de ce que Emmanuel Macron veut faire, ou en Afrique, justement, où les Africains sont très contents qu'il y ait encore une France qui a dépassé les interrogations d'avant et qui est là sous une autre forme, mais c'est vrai à peu près partout à cause du Conseil de sécurité. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on n'est rien à apporter. D'autre part, il y a la francophonie, qui est un instrument extraordinaire à condition que le français ne soit pas massacré en France, même il y a quand même un effondrement pathétique aussi bien dans l'éducation, la formation, l'expression, les médias, etc. Bon, donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de marge, à condition que... Bon, on va terminer sur finalement cette note optimiste, mais un constat réaliste donc qui est aussi teinté d'optimisme. Hubert Védrine, merci pour cet entretien. Merci Monsieur le Ministre d'avoir été sur IDFM. Merci beaucoup Pascal Boniface. À très bientôt. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale et puis on donne la parole à nos deux invités du jour. C'est quoi ça? Les Bee Gees. Ah d'accord. Alors on laisse pas longtemps parce qu'il faut que nos invités aient la parole. Donc 1 minute 50, c'est très bien. Est-ce que vous voulez réagir ou pas? C'est un petit peu loin de mes sujets. D'accord. Comme migration, mais sinon on va s'embarquer dans oui. Bon, d'accord. un débat. Pas de sans problème. fin. Mais bon, c'était intéressant, non? Vous n'avez pas trouvé? Si. Mais bon, après, c'est des gens qui sont un petit peu hors course et qui commentent là où ils ne sont plus opérationnels. Après, la Génale, il a l'air. Oui, jeune encore. Il est consultant en fait maintenant. Oui. Auprès de différents, je pense, organismes et pays, j'imagine. Je ne sais pas. C'est une bonne question que la Génale. Ouais. Je tape Hubert Védrine et je tombe sur hyperpuissance. C'est embêtant. Il est né en 47. Et donc il a 71. Oui. 47. Ben, il a eu 70 ans, il a 71 ans cette année. Bon, ça va, 71 ans, on a encore l'esprit vif. Hein. Ça va. Recherche associée, Pascal Boniface, François Mitterrand. On y va là? 30 secondes.
Ok, j'y retourne dans 15 secondes. IDFM vous a proposé les Bee Gees, You Should Be Dancing, souvenez-vous, un titre dans les années 75-77. Alors en France, 250 000 femmes et jeunes filles subissent les coups de leurs conjoints, du harcèlement sexuel, sans oublier bien sûr les violences sexuelles, ou cherchent à reconstruire leur partie génitale excisée. Des femmes sont aussi utilisées comme armes de guerre, mais de celles-ci on en parle très peu. Docteur Radag Hatem-Ganzer, qu'est-ce que l'on vient chercher à la Maison des femmes ? On vient chercher tout d'abord des soins, puisque nous sommes une unité de soins qui est intégrée à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Donc la porte d'entrée pour toutes ces femmes, c'est j'ai besoin de soins. Et on peut avoir besoin de soins quand on est une femme victime de violence dans en gros 3 grandes situations. En tout cas, c'est comme ça qu'on a conçu notre offre de soins. On peut avoir besoin de soins parce qu'on est enceinte et qu'on c'est compliqué, ce qui peut vous rendre vulnérable. Donc là, on vient dans la partie planning familiale, demander de l'aide, on peut avoir besoin de contraception, on peut avoir besoin ne serait-ce que de comprendre comment ça marche son corps quand on est adolescent. La deuxième grande offre de soins, c'est on est victime de violence, violence de la part de son conjoint, violence de la part de sa famille, violence physique, violence sexuelle, agression. On peut avoir subi un inceste dans l'enfance et être évidemment encore très traumatisé, et à l'occasion de quelque chose qui vous réveille, une lecture, une rencontre, se dire je vais consulter. Et puis on peut avoir besoin de soins parce qu'on a été victime d'excision, et ça c'est une offre qui est utile dans le département où je travaille, du fait de la population qui y habite et des grands flux migratoires dont nous nous occupons. Donc ça veut dire qu'en fait, en tant que gynécologue obstétricienne, vous faites de la reconstruction chirurgicale ? Oui, c'est une des offres possibles à la Maison des femmes. Les femmes excisées viennent pour déjà comprendre qu'est-ce qu'on a fait à leur corps exactement et quelles en sont les conséquences. Pour elles, c'est parfois un peu confus. Et puis ensuite, en fonction de la manière dont cette agression a eu un impact sur elles, elles ont besoin d'un psychologue, elles ont besoin d'un sexologue, elles ont besoin de parler avec d'autres femmes. Et pour ça, nous avons un groupe de parole qui est extrêmement vivant parce que les femmes l'ont vraiment plébiscité. Et puis on a des intervenants externes qui sont parfois tout à fait utiles. Lundi, on avait la princesse Esther du Burundi, qui est la première mannequin noire et qui a tenu un message d'espoir extraordinaire aux femmes en leur disant on peut être partie de rien comme moi et devenir quelqu'un. Et ça, elles avaient des étoiles dans les yeux. Donc ça aide aussi à reprendre estime et confiance en soi. Voilà, on leur propose des ateliers. Donc ça, c'est pour toutes les femmes qui viennent chez nous, du karaté, parce que les arts martiaux vous donnent une incroyable confiance en vous-même, même si vous n'avez pas envie d'agresser. On leur propose des choses autour du corps, comme la danse orientale, ou bien des activités artistiques de dessin et de photos. Et toutes ces choses-là concourent à la réparation. En fait, elle n'est pas que chirurgicale. C'est un vrai lieu de vie, finalement, la Maison des femmes. Oui, pour certaines femmes, elles l'ont adopté en tant que lieu de vie, mais c'est d'abord et avant tout un lieu de soins. Alors, vous avez créé cette maison en 2016. Combien de femmes poussent la porte par jour, si on peut parler en jour, et en 2 ans, y a-t-il une évolution ? Nous accueillons entre 30 et 50 femmes par jour, ça dépend s'il y a justement des groupes de parole ou des consultations. Et puis il y a un certain nombre de femmes qui viennent sans rendez-vous, parce que c'est notre principe, c'est guichet unique. Donc vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, vous poussez la porte et il y a toujours quelqu'un, une conseillère conjugale, une infirmière ou une sage-femme qui vous accueille. Donc ça c'est un petit peu le quotidien. En 18 mois, on a fait près de 15 000 consultations. Notre file active est d'environ 3 000 femmes. Et nous, on observe une augmentation parce qu'évidemment, c'était une création d'activité. Donc l'activité est en constante croissance. Est-ce que, est-ce qu'on peut mesurer l'impact sur le coût pour la société de toutes ces violences ? Comment vous le mesurez ? Personnellement, je ne sais pas, mais des économistes très distingués, sans doute, ont estimé ce coût à environ 4 milliards d'euros, ce qui est énorme.
Et c'est sûr que quand on est intéressé par la prévention, et Madame Buzyn en a fait un de ses axes majeurs, et j'espère qu'elle ira jusqu'au bout, la prévention devrait au final coûter moins cher. C'est vrai que parfois on peine à investir parce que tout est trop cher et qu'on n'a pas d'argent, et que dans la santé, le maître mot, c'est économie, efficience, rationaliser, etc. Mais il faut voir un petit peu plus loin, et je pense que la prévention peut s'avérer extrêmement rentable. Alors justement, le gouvernement a fait plusieurs propositions récemment. Donc le 22 février avait été rendu un rapport par 2 députés qui avaient proposé 24 projets de loi. Marlène Schiappa a présenté en mars plusieurs projets. Je ne vais pas tout citer, bien sûr, mais notamment dans le code pénal, insérer le principe de non-consentement en établissant 2 limites d'âge, 13 et 15 ans, et puis l'âge de la maturité sexuelle fixé à 15 ans. Aussi, faciliter le dépôt de plainte avec un recours systématique à l'audition filmée pour les victimes de viol. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, on pense que en plus, la parole des femmes se libère. On voit bien dans le monde depuis le mois de janvier avec ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces mesures et soi-disant, de toute cette parole libérée? Je ne sais pas si la parole de toutes les femmes se libère. Je pense que toutes les femmes ne s'identifient pas à de prestigieuses actrices et ne se sentent pas portées par ce mouvement. Peut-être ce qui est plus intéressant, c'est que l'oreille des gens s'ouvre. Le nombre très important de déclarations de toutes ces femmes, et surtout le mouvement MeToo qui est anonyme et qui se veut une dénonciation très générale. Les gens autour de nous ont pris conscience de ce que nous savons, nous gynécologues et tous les gens qui s'occupent de ces sujets-là, de l'importance numérique de ce problème. Et partant de là, oui, ça devient intéressant. Après, les femmes dont je m'occupe, pour elles, MeToo, balance ton porc, c'est très abstrait. Donc, c'est pas ça qui les amène forcément à consulter. Mais j'espère que nous aurons l'oreille des décideurs, l'oreille des politiques, l'oreille des financeurs grâce à ça. Alors, les lois et tout ce que Mme Schiappa a mis en mouvement, c'est très bien. Le Tour de France de l'égalité qui lui a permis justement d'avoir toutes ces idées et de faire ses propositions, c'est très bien. Par exemple, cette plateforme pour dénoncer les violences sexuelles, ok. Demander aux gens de payer une amende, pourquoi pas. Après, je pense que le problème se situe bien en amont. Le problème se situe chez les tout-petits. Avec les soignants de la Maison des Femmes, nous allons dans les lycées et les collèges, discuter avec les jeunes, et on voit bien que cette notion d'égalité femmes-hommes, de femmes aussi libres qu'un homme, de femmes aussi compétentes qu'un homme, les notions de consentement, les notions de respect, on en est très loin. Et pour moi, c'est vraiment un axe majeur. Donc il y a un gros travail d'éducation à faire. Merci d'avoir répondu à cette question. Alors, je reviens sur la Maison des Femmes. Quand vous avez acquis leur confiance et que vous leur posez la question de pourquoi elles portent leur voile, qu'est-ce qu'elles répondent? Ah, écoutez, toutes les femmes qui viennent à la Maison des Femmes ne sont pas voilées. J'en parle avec certaines patientes que je connais bien pour les avoir accompagnées, par exemple, dans un parcours de stérilité, puis elles sont tombées enceintes, elles ont accouché, donc on a un lien très affectueux. Et de temps en temps, j'élargis un petit peu le dialogue et je leur demande si c'est leur choix. En général, elles commencent par me dire que c'est leur choix, et de temps en temps, quand même, quand vraiment elles se sentent en confiance, elles me racontent des choses comme j'ai essayé de l'enlever dans la cité et je me suis fait insulter à tous les coins de rue, donc je le remets pour avoir la paix, ce que je peux comprendre. Mon mari m'a demandé, alors je fais ça pour lui faire plaisir, mais vous avez raison, docteur, peut-être que je pourrais l'enlever. Voilà, c'est juste une parole ouverte, je n'ai pas de prétention à leur donner ni des règles, ni des conseils, mais je vois bien que de temps en temps, elles se disent, mais oui, après tout, pourquoi je ne l'enlèverais pas? Donc c'est bien d'instiller la question, finalement, ça permet de réfléchir. Alors, pour la Maison des Femmes, quels sont vos besoins pour 2018-2019? Notre problème actuel est un problème de locaux, parce que nous n'avions pas anticipé ce succès. Et enfin, nous en sommes très heureux, ça veut dire que nous répondons à un besoin. Et pour le coup, il nous faut un peu plus de place. Et pour avoir de la place, il faut construire. Et pour construire, il faut de l'argent. Donc nous avons lancé des mouvements de levée de fonds. Celui qui est en cours s'appelle Soyons des héroïnes.
C'est une levée de fonds sur GoFundMe et nous organisons un grand concert digital le 3 mai. Et si de généreux investisseurs veulent prendre quelques places, nous serons ravis de les faire impliquer dans ce mouvement pour le droit des femmes. Alors, si nos auditeurs veulent faire un don, où faut-il s'adresser? Comment on fait par Internet? Oui, GoFundMe, www, la campagne Soyons des héroïnes. Merci. Merci beaucoup, docteur Hatem, pour toutes ces réponses. On essayera de repasser le site tout à l'heure sur notre page Facebook. On vous écrira ça correctement. Tout de suite, je vous propose une petite pause musicale et on part avec Charlie Puth, Attention. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié de vous poser comme question, mince? C'est est-ce que toutes les femmes de n'importe quel département peuvent venir? Ou est-ce que c'est que le 93? On a une vocation départementale, mais parce que il faut que ça soit pratique. Mais pour l'excision, par exemple, comme on a une offre assez originale, on a des femmes de Dijon, de Nancy, Donc après, c'est à vous, à moins qu'il y ait autre chose que vous vouliez dire, docteur? Non, mais peut-être que j'interviendrai sur oui, ça serait bien. l'éducation chez monsieur, je sais pas ce qu'il va dire. On va voir. Soyez gentils. J'attends avec impatience. Est-ce que je suis méchante? Soyez gentils. Est-ce que j'ai mordu jusqu'à présent? C'est un nouveau métier pour moi. On apprend très vite. Ah oui, mais bon, excusez-moi, mais là, vous lancez quelque chose de très important. Hein, c'est quand même l'éducation des enfants, c'est majeur, hein, on va dire, pour... C'est majeur. Bah oui, c'est... Il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça qui compte, moi, c'est ce que je dis. Bah, Hein. je pense. Quand on n'a pas l'éducation, on n'a rien, finalement. Donc, malheureusement, je vais vous poser les questions qu'il faut. C'est ça. Non, mais tant qu'à créer un lieu d'éducation, allons-y. Ah oui. Dans toutes ses dimensions. Donc, je suis désolée, vous allez avoir 2 intervieweurs aujourd'hui. Je sens que le cap d'intérêt, c'est bien. Ouais. On peut ça dure encore longtemps? Si vous voulez, on laisse. Il reste une 42 là. Et là, ça fait combien de temps? Là, on arrive à une 50. Non, bah à 2 minutes, on va prendre. Parce que ça compensera les fois où j'ai pas le temps de passer de la musique. Bon, après, de toute façon, j'ai plein d'infos, donc voilà. Je sais pas si j'ai un chroniqueur ou pas qui va arriver aujourd'hui. Non, mais sinon, on discutera avec Tristan, pas de souci. Pas de souci. Mais j'ai plein d'infos de toute manière à passer. Donc voilà. On y va. Allez, on y va. Alors Tristan Micol, donc sous la marque Cube School, vous créez une école qui ouvre au début septembre, hein, à l'heure de la rentrée scolaire. Quel est votre projet éducatif? Puisque j'ai bien compris que c'était un projet Montessori. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres écoles? Alors, déjà, avant tout, merci pour votre invitation. Moi, je viens du monde de l'enfance, puisque avant, j'ai dirigé un groupe de crèches et j'ai pris beaucoup de plaisir à exercer dans ce domaine. Et j'ai inscrit mon enfant dans une école montessorienne dans les Hauts-de-Seine et ça a fait tilt dans mon esprit. La pédagogie de Montessori, c'est avant tout une pédagogie extrêmement bienveillante et adaptée au rythme de chaque enfant. On laisse l'enfant s'épanouir, on le guide, mais on intervient lorsqu'il est prêt dans les différentes matières qui sont proposées. Et essentiellement, c'est tout ce qui est vie sensorielle, vie pratique, mathématiques et langage. Donc c'est avant tout une éducation, une pédagogie individualisée qui respecte le rythme de l'enfant. On part du principe que l'enfant, quand il a envie d'apprendre à un moment T une certaine chose, il faut en profiter parce qu'on a toute son attention, tout son intérêt et il va se développer. D'accord, mais alors là, j'aimerais savoir à quel âge votre école, elle se dessine, c'est dès l'âge de 3 ans ou bien c'est après? Alors, on accueille les enfants à partir de 2 ans et demi jusqu'à l'âge de 6 ans, puisque c'est une école maternelle Montessori bilingue. Montessori bilingue. Alors vous dites on laisse les enfants, s'exprimer et acquérir selon leur volonté, quelque sorte. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu, nous, les adultes, à leur proposer des choses pour éveiller leur curiosité? Parce que l'enfant,
il est en attente, je pense, de propositions. C'est exactement ça. C'est une pédagogie, on les guide, mais on profite des phases d'ouverture de leur esprit. Une des spécificités de Cube School, c'est des activités ancrées dans la vie réelle. Moi, en tant que papa, je me suis aperçu que mes enfants et les enfants adoraient, par exemple, cuisiner plutôt que de jouer seuls dans un coin avec les cadeaux qu'ils avaient reçus à Noël. Et on a donc décidé de créer ce qu'on appelle un lab cooking. C'est une vraie cuisine pédagogique qui est pour nous une manière de continuer à apprendre, mais sous une forme plus ludique. Parce que, par exemple, quand on fait une tarte aux fraises, eh bien, on va apprendre à compter en pesant la farine, on va apprendre à écrire le mot fraise, etc., etc. Donc, on a un espace dédié pour les enfants sur cette première école, qui est une cuisine pédagogique adaptée à la taille et à la force des enfants, avec des vrais cuisiniers. D'ailleurs, je fais un appel, si des cuisiniers, pâtissiers, boulangers sont intéressés, ils peuvent intervenir chez nous, et on va organiser des ateliers culinaires pour les enfants. Alors, j'imagine que c'est pas... Pour moi, tout vient de la vie réelle. Il faut apprendre aux enfants à exercer leur talent lors d'ateliers ancrés dans la vie réelle. Tout en apprenant, évidemment, les mots et le langage courant. Quels sont les programmes que vous proposez dans votre école? Oui. Quels sont les programmes que vous allez proposer à tous ces enfants? Les programmes scolaires. Mais en fait, c'est... Parce que vous avez parlé d'une école bilingue, donc qu'est-ce que vous proposez? C'est une classe d'abordage mélangé, c'est-à-dire les petits, les moyens et les grands cohabitent ensemble. C'est très important puisque les grands consolident leurs acquis en s'adressant aux petits et les petits sont tirés vers le haut par les grands. Quand on parle de bilinguisme, c'est en immersion, ça veut dire que nous avons 3 professeurs, dont un professeur anglais natif qui va parler anglais tout au long de la journée en permanence. Les enfants, si dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, ils sont baignés par exemple en anglais, ils vont apprendre très facilement l'anglais. Plus tard, effectivement. Donc là, l'école ouvre le début septembre. Le 3 septembre. Alors, la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est combien ça coûte, puisque vous êtes une école privée hors contrat, ça s'appelle. Tout à fait. Puisque quand on est une jeune école, on ne peut pas avoir de contrat avec l'État avant au moins 5 années d'existence pleine. Combien ça coûte pour un parent? Alors, à Boulogne-Billancourt, ça va coûter, les frais de scolarité sont à 8 800 € par an. C'est cher. Et comme vous l'avez bien expliqué, les écoles privées hors contrat n'ont aucune subvention ni à l'investissement ni au fonctionnement. Donc de facto, malheureusement, c'est très cher puisqu'on a les loyers, on a les salaires des professeurs et on ne peut pas faire autrement. La moyenne en Île-de-France, le coût d'une scolarité moyenne en Île-de-France dans ce type d'école est aux alentours entre 7 000 et 8 500 €. Alors comment moi j'ai une autre question. Alors je tiens à dire quelque chose, c'est vrai qu'il y a 2 axes fondamentaux pour nous, c'est un jour, pourquoi pas obtenir des aides pour les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants dans ce type d'école. On pourrait parler d'un libre choix du mode de scolarisation, comme on a le libre choix du mode de garde. C'est une première piste. La deuxième piste est de pouvoir aider les entreprises qui vont participer au financement de places d'école pour leurs collaborateurs. Ils le font déjà dans le monde des crèches d'entreprise, ils pourraient le faire dans les écoles. Donc vous allez rechercher des partenariats avec des investisseurs privés de type entreprise, si je comprends bien. On va aller proposer à des entreprises de pouvoir réserver des places pour les enfants de leurs collaborateurs. Et donc ça c'est plutôt original comme démarche, je crois que ça c'est pas tellement, ça j'ai jamais fait en fait. Mais bon, ça se fait, c'est déjà fait, mais c'est très confidentiel, c'est pas généralisé. Beaucoup d'écoles privées en contrat, parfois, arrivent à trouver des financements entreprises. Alors, je reviens un petit peu sur les programmes. L'État, le ministère de l'Éducation impose tout de même un programme au maternel. Est-ce que vous allez le suivre, malgré tout? Alors, en privé hors contrat, on a une totale liberté pédagogique. Et on a une liberté au niveau de l'embauche des professeurs. Donc nous, on va appliquer la pédagogie Montessori, qui est extrêmement claire, où il y a 4 grandes matières avec un plan de développement pour chaque année, pour chaque enfant. Alors quelles sont les 4 grandes matières? Vie sensorielle, vie pratique, mathématiques et langage.
Langage écrit et oral, j'imagine. Tout à fait. Docteur Rathem, je crois que vous avez des questions à poser à Tristan Micol. Oui, je trouve ça formidable d'avoir une totale liberté dans son choix pédagogique. Qu'est-ce qu'il y a derrière vie sensorielle? Vie sensorielle, c'est tout l'éveil des sens, des 5 sens. D'ailleurs, notre logo, on représente les 5 sens. Donc, on va travailler sur les premiers apprentissages, la reconnaissance avec la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Donc, tout le programme pédagogique contribue à développer les 5 sens de l'enfant. Puisqu'on parle quand même de tout petit. Quand on accueille un enfant de 2 ans et demi, il commence à découvrir la vie. Il en connaît déjà un petit bout, à mon avis. Est-ce que vous avez envisagé de vous intéresser aux sentiments, par exemple? C'est quelque chose qui pourrait s'intégrer dans la pédagogie Montessori? Qu'est-ce que vous entendez par sentiment? Eh bien, je pense que les êtres humains sont des gens qui se rencontrent, qui ont des interactions et que ces interactions reposent sur des sentiments. Et que peut-être l'éducation des très jeunes enfants à reconnaître leurs sentiments et les comprendre, les exprimer, les exprimer, respecter ceux des autres, me paraît tout à fait essentiel, en tout cas dans le domaine dont je m'occupe. Je suis très intéressée à ce qu'on développe ça chez les tout-petits. Et une circulaire ministérielle prévoit qu'il y ait des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle dès le tout premier âge. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible dans votre nouvelle école? Tout à fait. Alors d'abord 2 points. Cube School. Cube, dans mon esprit, c'est les 3 C, c'est C puissance 3, c'est un jeu de mots. Et pour moi, c'est curiosité, créativité, confiance. Mon objectif, moi, c'est pas de faire des enfants savants, qui savent compter jusqu'à 1000. Mon objectif, c'est quand ils sortent de cette école maternelle, ils soient tout simplement bien dans leur basket, autonomes, conscients des autres et heureux de vivre. Si on peut réussir à faire ça, ça serait formidable. Sur votre deuxième point, je pense en effet qu'on peut peut-être travailler un jour ensemble. Il va falloir qu'on se penche dessus parce qu'on peut proposer une initiation, une éducation sexuelle et aborder ce type de sujet. Mais il faut le faire de manière très consciencieuse et professionnelle, ce dont je ne doute pas de votre part, parce qu'on a encore affaire à des petits. Mais c'est important de le mettre en place. Je pense que c'est prévu de toute façon. Des gens comme le professeur Berger, par exemple, travaillent beaucoup sur ces questions de qu'est-ce qu'on peut dire à des tout-petits sur ce sujet-là, sans être totalement inadapté, inutilement agressif. Et oui, je pense que ça serait très intéressant de réfléchir à comment éduquer ces petits à la sensorialité et à la vie affective. Effectivement, notamment dans la notion de respect, c'est ça, je crois, docteur, que sur lequel vous vouliez insister. Oui, ça pourrait aider la promotion de l'égalité femmes-hommes des berceaux. Par exemple. Alors, quels sont vos besoins, Tristan Micol, pour Cube School? Vous recherchez peut-être des enseignants ou des éducateurs? Je recherche, alors très pragmatiquement, puisque c'est une création d'école, donc je suis vraiment dans le concret aujourd'hui. On recherche un éducateur Montessori anglophone, et puis on recherche des enfants. Avis aux parents, donc plutôt. Avis aux parents, inscrivez vos enfants. C'est une première ouverture, donc on n'a pas encore de notoriété et l'éducation, dans le domaine éducatif, c'est lent. Il faut se faire connaître, il faut montrer son sérieux et c'est un long processus. Et puis avis aux entreprises qui voudraient ou qui sont du côté dans la zone de Boulogne, il y a quand même beaucoup de sociétés dans le 92, donc je pense que vous devriez pouvoir trouver des parents ou des financeurs via certaines entreprises. Tristan Micol, je vous propose une petite pause musicale. Allez, on écoute maintenant Christophe Willem et son nouveau titre Rio. Est-ce que vous voulez encore... ça va voici Jackie, notre chroniqueuse. Bonjour, Jackie Moraz. Oui, c'est écrit. Notre chroniqueuse culinaire. Il faudra 3 minutes aujourd'hui. Je vais te les donner tout de suite, comme ça après je vais donner quelques infos. Et puis ensuite,
Je vous redonne la parole pour un petit mot de conclusion. Je pense qu'on aura le temps. Enfin, si vous voulez, je vous laisse le temps. Je vous laisse. Si vous ne voulez pas, j'ai tellement d'infos que je peux parler plusieurs minutes. Ce qui est important pour la radio. J'ai l'habitude que les infos, je les reporte. Mais là, j'en ai 2-3 à donner. Donnez. Donc, il faut que je les donne. Tristan, Nicole, est-ce que vous voulez dire autre chose ou est-ce qu'on a dit le principal? Ça vous va? D'accord. Alors, vous savez que Christophe Willem, il habitait Deuil. Il était un enfant de Deuil. C'est pas pour ça que je l'ai choisi. J'avais suivi ses débuts. En tout cas, merci à tous les deux d'être là aujourd'hui, parce que vous me remerciez de vous avoir invité, mais c'est moi aussi qui vous remercie, c'est dans les deux sens. De mettre de la lumière sur nos actions. Il va falloir peut-être revenir de temps à autre. Écoutez, oui, pourquoi pas. En tout cas, je pense que je sais pas, on a une période où il faut profiter de ce moment. Ce moment avec toute cette publicité, toute cette attention des médias. Elle nous a un petit peu aidé au début. Elle nous a donné un peu de sous au début, mais bon, on a l'argent, c'est désespérant. Non, mais au niveau de la place, c'est dans l'hôpital. Il faut que je construise l'extension. Juste après le refrain. Oui. Nous venons d'entendre sur IDFM Christophe Willem, un enfant de Deuil-la-Barre dans le 95, avec son nouveau titre Rio. Alors tout de suite, bonjour Jackie, puisque Jackie, notre chroniqueuse culinaire, vient d'arriver. Quel secret allez-vous nous partager avec nous aujourd'hui? Bonjour Florence, bonjour à vos invités. Alors aujourd'hui, je vous propose un coulibiac de saumon, qui est une très belle recette pour Pâques. Elle peut paraître compliquée, mais en fait non, il faut être bien organisé et il n'y a aucune difficulté. Donc pour 6 personnes, 800 g de filet de saumon sans la peau et désarrêté, 300 g d'épinards frais nettoyés et rincés, 300 g de champignons de Paris frais, une échalote, 40 cl de crème fraîche liquide, 150 g de riz cuit nature et salé, 3 œufs durs écalés et coupés en deux dans la longueur, et 2 pâtes feuilletées pur beurre. Donc, vous faites revenir l'échalote dans une casserole avec 20 g de beurre. Vous ajoutez les champignons préalablement nettoyés et mincés et vous faites revenir 5 minutes en remuant. Vous ajoutez 5 cl de crème fraîche, salée et mixée pour hacher grossièrement. Vous réservez. Vous cuisez les épinards avec 20 g de beurre pendant 5 minutes. Vous salez. Vous préchauffez votre four en chaleur tournante à 190 degrés. Vous disposez alors une des pâtes feuilletées sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et là vous commencez le montage. Donc vous étalez au centre de la pâte en rectangle de préférence le riz en gardant les bords libres sur 2 cm. Vous recouvrez ensuite en couches successives le riz avec d'abord les épinards, le saumon, les champignons et les moitiés d'œufs. Vous repliez les bords de la pâte sur cette préparation et vous couvrez l'ensemble avec la deuxième pâte que vous aurez découpée également en rectangle afin de former un gros chausson. Vous soudez bien les bords en les pinçant, vous badigeonnez de jaune d'œuf battu et vous faites des croisillons pour décorer ou vous mettez des morceaux de pâte pour décorer et vous enfournez pour 30 minutes. Après ces 30 minutes, vous pouvez servir à la sortie du four chaud, accompagné de crème parfumée à l'aneth et d'une belle salade verte. Merci beaucoup, ça a l'air délicieux. En tout cas, pour les allergiques au blé, il existe maintenant des pâtes toutes prêtes à base de riz et ça c'est formidable. Vive les nouveautés, en tout cas en cuisine. Merci beaucoup Jackie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Allez, quelques infos tout de suite. Le plus grand parc miniature d'Europe, France Miniature, situé à Élancourt en Yvelines, ouvrira ses portes ce samedi 31 mai prochain. La saison promet de belles surprises en commençant bien sûr par la chasse aux œufs. Donc vous les parents, profitez-en pour tout un moment de partage avec vos enfants pour le week-end de Pâques. En famille ou entre amis, pour un voyage insolite, vous irez à la rencontre de 117 monuments reproduits au 1/30e et mis en scène dans un parc de 5 hectares avec châteaux, villages, ports et paysages. Les mers, les océans, des massifs montagneux, des fleuves y sont représentés. Donc c'est bien ce que je vous disais, une belle partage et une escapade inoubliable pour les grands comme pour les petits. Et puis en plus, 14 expériences interactives jalonnent ce parcours. Donc je rappelle, France Miniature qui ouvre ses portes samedi 31 mars, donc après-demain. Horaire à consulter, je vous conseille quand même sur le site France Miniature. Allez, parlons budget de l'État. Je vous l'ai annoncé hier, la France ramène son déficit public à 2,6% du produit intérieur brut, annonce l'INSEE. Donc l'État a bien réduit de 1,3 milliard d'euros son budget l'an dernier, mais cela n'a pas permis de faire refluer la dette publique qui continue à s'accumuler, et donc tant que les comptes publics sont dans le rouge, la France ne peut pas aller mieux. Donc on espère que le gouvernement va travailler là-dessus. Lundi, nous avons parlé de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, et aujourd'hui, d'après Bloomberg, après Amazon et Facebook, c'est Google qui veut mettre la blockchain au service du cloud pour améliorer la protection des données en ligne. Leur filiale Alphabet, anciennement Google Venture, a investi dans plusieurs sociétés du secteur. Et je vais vous citer quelques noms. C'est Blockchain Luxembourg, Ripple, Ledger X ou encore VEEM, selon donc Bloomberg. De plus, Google est en train d'acquérir d'autres startups spécialisées dans la blockchain pour être à la pointe sur cette technologie. Donc à l'image d'IBM et de Microsoft qui se sont d'ores et déjà positionnés sur ces technologies pour améliorer la sécurité des informations, c'est à ça que sert la technologie blockchain. Ça intéresse un nombre croissant d'entreprises qui l'apprécient pour sa transparence, sa sécurité et son indépendance. C'était important de vous le rappeler. Coca-Cola d'ailleurs et le gouvernement américain, tout comme Bitfury et Emery Coin, sont des entreprises expertes en blockchain et elles vont créer un registre des travailleurs et des contrats de travail. Vous voyez à quoi peut servir cette technologie informatique de la blockchain. À terme, cela permettra d'identifier les personnes victimes de travail forcé et de travail des enfants, très courant notamment dans le secteur agroalimentaire ou le secteur de l'habillement. Et la France dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, Bercy a offert dès 2016 un cadre d'expérimentation au blockchain pour le financement des PME. Emmanuel Macron, alors ministre des Finances et de l'Industrie et du Numérique à l'époque, avait proposé une adaptation de la réglementation financière afin de permettre au blockchain de s'intégrer dans les marchés financiers et notamment le marché des bons de caisse. Eh bien, c'est pour cela que Bruno Le Maire, actuellement ministre de l'Économie et des Finances, a décidé d'autoriser l'utilisation de la blockchain pour simplifier et sécuriser le transfert de la propriété des titres financiers non cotés, à savoir par exemple des parts de fonds, des parts de titres, des titres de créances négociables ou des actions ou des obligations non cotées. Et cette autorisation prend la forme d'une ordonnance dont la date est le 8 décembre 2017. Donc elle entrera en application au plus tard le 1er juillet 2018. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un début de révolution dans les milieux financiers et de la technologie financière informatique. Voilà, on verra sans doute arriver d'autres acteurs et qui pourront échanger des titres avec des solutions plus rapides et moins chères. Alors c'est un peu un jargon financier ce que j'aborde, mais ça va permettre à des PME qui ne sont pas cotées de pouvoir avoir des investisseurs beaucoup plus facilement et donc être sur un nouveau marché. Voilà ce qu'on en attend. Alors nous rendons dans l'antenne dans 3 minutes. Aujourd'hui nous accueillons le docteur Hatem pour la Maison des Sciences et Tristan Micoul pour la marque Cube School, une nouvelle école qui se crée au 1er septembre. Alors peut-être docteur Hatem, docteur Rata Hatem, peut-être un mot de conclusion? Oui, mais tout d'abord, merci de nous avoir donné l'occasion de faire part, Tristan et moi,
de nos actions. Il y a un sujet qu'on n'a pas tellement abordé, qui est la migration. Et je ne sais pas si en parler à cette antenne a du sens, mais en tout cas, nous accueillons énormément de femmes migrantes et nous sommes désespérés par le sort qui leur est fait, par les conditions dans lesquelles elles sont hébergées, par les obligations, par exemple, de prostitution qui deviennent les leurs quand elles veulent manger. Et on attend vraiment une ouverture, des solutions. Je sais que ce n'est pas si simple, mais moi, quand je traverse mon département, j'ai toujours un sentiment d'indignité et ça me révolte. Merci pour votre appel. Je pense que vous parlez notamment des femmes syriennes. Vous voulez faire un appel à tous ceux qu'on accueille à cause des conflits, notamment de guerre. Il faut dire que la Maison des femmes accueille des femmes de toute la France et pas seulement du 93. Donc toutes celles qui nous écoutent et qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à aller à la rencontre de la Maison des femmes à Saint-Denis. Merci beaucoup. Demain, on se retrouve pour une journée un peu plus sur le bien-être, puisqu'on accueillera la société EONA qui développe des nouveaux produits pour notre nez, et ils vous feront découvrir ces nouveaux produits. En attendant, on va vous souhaiter une bonne journée. On va tout de suite partir sur une dernière pause musicale et on va écouter, je vous propose Imagine Dragons, Whatever It Takes. Bonne journée, à demain.